maintenant, nous allons passer à la table ronde, la première table ronde. Elle a pour sujet les enjeux environnementaux, comment réduire son impact tout au long de la chaîne de valeur. Alors, vous l'imaginez bien, c'est pour ça que je n'ai pas de masque, parce que je suis tout seul dans mon studio. Enfin bon, c'est un bien grand mot. Et je suis ravi d'accueillir en ligne Charlotte Lebuan, directrice marketing de la branche Beauty Care d'Henkel France. Charlotte, vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour Charlotte. Tout à fait, je suis là. Fabienne Bocher, donc directrice planning stratégique de Mondelez International. Vous êtes avec nous? Bonjour Yves. Et Mathieu Buchard, responsable développement durable à la commission qualité et développement durable des centres Leclerc. Bonjour Mathieu. Merci, bonjour à tous. Alors, on va commencer cette table ronde. Tout simplement, je vais avoir une question très simple et très basique. J'ai envie de vous demander, mettez en valeur une ou deux de vos initiatives. Vous avez envie de parler de quel projet que vous menez depuis quelques mois ou 1 ou 2 ans? Allez, on va commencer avec Charlotte, pour Henkel France. Alors, moi, je vais vous parler essentiellement de la partie cosmétique d'Henkel. Je dirais que le projet qui nous guide le plus au quotidien et depuis le plus longtemps, c'est finalement la transformation globale, vraiment holistique de notre vision de la cosmétique qui passe par, je dirais, 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est le retravail de formulation pour avoir plus de naturalité dans nos formulations, être plus connecté finalement à la nature dans la cosmétique qu'on fabrique. Toute la transformation de nos emballages avec des ambitions très fortes sur l'éco-conception notamment. Et ensuite, tout l'engagement de nos marques qu'on décide de porter dans cette transformation. Et je dirais que s'il y a un projet dont j'ai envie de parler particulièrement qui porte très bien cette transformation de la cosmétique, c'est nos nouveaux développements sur la cosmétique solide, qui finalement est l'illustration de notre analyse d'un cycle de vie de la chaîne de valeur dont vous parliez, du cycle de vie d'un produit, en se disant, en revenant à des choses plus simples, à des choses plus proches de la nature, on arrive finalement à faire de la cosmétique qui demeure performante, mais qui a un cycle de vie qui est extrêmement optimisé tout au long de la chaîne de valeur et surtout sur les parties très impactantes de la chaîne de valeur que sont l'usage du produit dans la salle de bain et la fin de vie du produit, puisque par exemple un shampoing solide, si je vous le compare à un shampoing liquide, au moment de l'usage, vous allez avoir un shampoing solide qui équivaut à 2 shampoings liquides. En la fin de vie du produit, vous n'avez qu'un étui-carton recyclable à trier et non plus une forte quantité de plastique dans un flacon. Et puis sur la chaîne amont de la valeur, vous avez optimisé la partie transport, la partie production et vous avez produit un pain de savon qui lui est sans conservateur. Donc vraiment une approche en termes de produits qui traduit très bien notre transformation globale vers une cosmétique qui est plus responsable. Je dirais que c'est ce projet-là qui nous guide le plus au quotidien et qui trouve sa cohérence dans un projet comme la cosmétique solide qu'on lance sur plusieurs de nos marques. Il est facile de faire changer les consommateurs d'usage. Un changement d'usage, c'est quand même une notion importante. Oui, alors c'est effectivement très compliqué puisque très longtemps on s'est dit en tant qu'industriel, notre rôle c'est de mettre des produits sur le marché et ensuite c'est le consommateur qui prend le relais. Alors que finalement aujourd'hui on se rend compte que l'impact sur la chaîne de valeur est le plus fort sur l'usage et la fin de vie du produit et que du coup en tant que marque on a un rôle à jouer pour sensibiliser, éduquer, informer le consommateur sur cette partie usage et comme vous le dites, c'est compliqué de les faire bouger. Nous, on lance un programme qui a cette vocation chez Henkel à partir de janvier 2021, qui s'appelle La beauté du geste, qui en fait est un programme qui lui est extrêmement didactique, drôle, pas du tout culpabilisant pour le consommateur, avec un ensemble de 10 éco-gestes pour l'aider finalement à être plus responsable dans sa salle de bain, sur la partie usage, mais également sur la partie
de fin de vie du produit. Donc, c'est un programme qui a une résonance sur un site internet, qui aura une résonance en magasin avec énormément de mise en avant durant les opérations beauté. Je vais vous donner quelques petits exemples pour vous faire sourire, mais des éco-gestes qui disent les bonnes choses, je les dose, l'eau froide, cela me chauffe, pour trier, je mets le paquet, avec à chaque fois un petit guide pour respecter ces éco-gestes. Et on est persuadé qu'en tant que marque, c'est finalement en entrant dans la salle de bain des Françaises qu'on réussira à les faire avancer sur les usages et du coup aller vers des usages plus responsables. Alors Fabienne, pour Mondelez, je crois que vous avez envie de nous parler de l'U international. Harmonie, pardon. Oui, bonjour. En fait, déjà chez Mondelez, en fait, le sujet de l'émission de la réduction d'émissions de CO2, en fait, est vraiment au cœur de notre stratégie. On a vraiment en tête, en fait, d'avoir une stratégie extrêmement responsable sur l'émission de déchets, sur l'utilisation d'eau. Et ça, effectivement, comme Henkel, tout au long de la chaîne de valeur. On a pour objectif, en fait, de réduire nos émissions de CO2 de 10% d'ici 2025. On y travaille en réduisant nos déchets. À titre d'exemple, on a déjà réduit, en fait, sur l'année 2019, nos déchets de fabrication de plus de 20%. On a équipé nos usines, en fait, aussi 4 de nos usines de panneaux photovoltaïques, en fait, pour avoir une énergie plus verte. Et puis, en fait, tout au long de la chaîne de valeur, on réfléchit effectivement à la conception de nos produits, à un approvisionnement durable, à un approvisionnement plus local, à une fabrication aussi plus près du lieu de consommation. Et à ce titre-là, effectivement, on s'est engagé aussi dans le programme Science Based Targets, dans lequel en fait 1000 entreprises se sont engagées. C'est vraiment très important pour nous, de contribuer à cet agenda global en fait sur la réduction en fait des émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, Yves, le programme en fait qui est le plus contributeur à ce programme Science Based Target pour nous, c'est le programme Harmonie. C'est un programme en fait qui est associé à la marque Lu. On a fait l'analyse il y a 10 ans de ça en fait que 70% en fait de l'impact en fait sur l'environnement dans notre chaîne de valeur, c'était lié à la matière première et à notre première matière première qui est le blé. Et on a donc développé un programme Harmonie avec toute une chaîne en fait de collaboration qui est assez formidable avec des agriculteurs, 68 au départ, 1300 maintenant, au plus près de nos lieux de fabrication. Et en fait, c'est toute une chaîne du champ de blé au biscuit qui s'est mis en mouvement pour vraiment contribuer positivement. Donc, les meuniers, les moulins, les coopératives. Et aujourd'hui, on a effectivement une production qui est donc avec plus responsable sur la biodiversité, puisque les agriculteurs en fait s'engagent dans une charte et des bonnes pratiques extrêmement exigeantes, en implantant en fait autour de chaque champ 5% de la surface en fait en bordure fleurie, qui permet de donner plus de champs libres à nos abeilles et nos papillons. Ce qui est très favorable effectivement à la biodiversité, une agriculture aussi plus responsable dans l'utilisation en fait des traitements, donc qui vraiment les minimise à la plus stricte expression. Et donc ce programme Harmonie, il a désormais 10 ans. Donc c'est une très grande fierté pour nous, une très grande fierté que nous avons mis en scène cette année au travers d'une initiative qui s'appelle le Champ d'amour. Il y a eu un champ qui a été ensemencé avec un champ de blé en forme de cœur et qui a donné en fait lieu à une mini-série en fait pédagogique sur les réseaux sociaux pour vraiment expliquer tous les bienfaits de ce programme. En fait, ce champ, il était implanté en fait près de notre usine de la Foissière. Donc une très grande fierté que ce programme qu'on met aussi en scène au Salon de l'Agriculture chaque année. En fait, ce programme Harmonie, c'est une fierté pour tous les collaborateurs et pour tous les maillons de la chaîne. Et je dirais qu'en fait, pour la marque Lu, ça fait partie de sa raison d'être. Et pour tous les maillons de la chaîne, c'est en quelque sorte une raison d'y être en fait partie prenante dans ce programme. Merci Donc, Fabien. voilà la plus grande fierté pour Mondelez.
Merci Fabienne. Alors Mathieu Buchard, côté Leclerc, vous avez beaucoup d'initiatives. Vous avez envie de parler de laquelle ou desquelles, si vous pouvez en citer 2 ou 3? Eh bien, écoutez, on a beaucoup de choses à dire. Après, c'est vrai qu'on va essayer de choisir les projets qui nous importent le plus. Nous, globalement, on est organisé, on a choisi trois axes majeurs qui déterminent toute notre stratégie d'enseigne sur le développement durable, à savoir la nutrition et la santé, l'agriculture, la pêche et l'élevage responsable, et la réduction de l'empreinte environnementale. Mais si je dois vraiment choisir un sujet, on va parler de la suppression du plastique. Ça fait déjà pas mal d'années, depuis 1996, que nous avons supprimé les sacs plastiques jetables. Je vous rappelle que la loi l'a interdit qu'à partir du 1er janvier 2017, donc on avait 20 ans d'avance. Et c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Vous l'avez tous entendu récemment avec la suppression de nos sacs plastiques en caisse de manière définitive. Bon, ça, j'en reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, on a vraiment une démarche de suppression du plastique avec, pour premier, c'est le supprimer quand on peut, le remplacer et enfin limiter son impact. On a beaucoup d'exemples, notamment on a des outils formidables qui travaillent pour le mouvement, à savoir la Cyclec, la Scamarc qui fait nos marques repères, Kerméné, notre usine notre abattoir, la Scap Marée qui achète toute la marée, le Galec, la Cédélec, bref, tous ces outils-là, ça fait longtemps qu'ils réfléchissent et qu'ils essayent de se coordonner pour apporter des solutions. Et on essaie de rassembler maintenant tout ça pour essayer de parler d'une même voix. Mais beaucoup de ces outils-là ont commencé depuis des années, et en ce moment, vraiment, on a mis un coup d'accélérateur pour vraiment supprimer un maximum de plastique. Là, j'ai plein d'exemples pour notre marque repère. On a supprimé, par exemple, au niveau des fruits et légumes, les étiquettes, les poireaux en décembre 2019, concombres en juillet 2020 et melons en juillet 2020. Toutes ces trois références-là représentent plus de 12 tonnes d'économie de plastique par an. Et on continue ainsi de suite tous les ans, tous les mois. Voilà, on essaye d'aller chercher tout ce qu'on peut supprimer. Michel-Édouard Leclerc avait parlé l'année dernière, cet été, les bacs de glace BioVillage qui étaient avant en plastique ont été remplacés en carton. On a économisé 14 000 tonnes de plastique encore. Bref, voilà, on a plein d'initiatives comme ça et ça va continuer. Après, il y a d'autres sujets qui sont très importants, notamment le polystyrène. On sait que c'est quelque chose qui est très pratique. Par contre, c'est énormément polluant, c'est difficilement recyclable. Et on a notre outil, donc pour tout ce qui est marée, on réfléchit énormément à comment remplacer ce polystyrène. Donc et c'est bien dommage parce que la semaine prochaine, on devait élire et choisir une petite start-up en tout cas une solution alternative au polystyrène, mais ça va être décalé pour l'instant au mois de janvier. Mais voilà, on essaie de réfléchir vraiment à tout ce qu'on peut remplacer. Et donc dernièrement, c'est la nouvelle offre de caisse en magasin. Donc on a décidé de supprimer vraiment tout le plastique en remplaçant ça par du sac Craft, qui doit être que du dépannage, puisque l'idéal c'est qu'on aimerait que tous les gens s'équipent en sac toile, en jute si possible, pour avoir un impact environnemental plus faible que le plastique toujours. Mais même s'ils viennent avec des sacs cabas en plastique, ça sera toujours mieux que rien, puisqu'on veut vraiment plus vendre de sacs plastiques. Et ça va représenter 7000 tonnes de plastique par an en moins sur le marché. Et on va essayer de continuer la démarche, et notamment sur nos drives. On a 700 drives où on aimerait réfléchir à une solution pour aller jusqu'au bout de la démarche et remplacer les sacs par quelque chose de durable. Mais voilà, les enjeux sont importants, ça prend du temps, mais en tout cas, la démarche est lancée pour vraiment faire la chasse au plastique le plus possible. Mathieu, vous avez abordé un point qui me paraît important, c'est le point de l'organisation. Comment vos organisations sont-elles faites pour coordonner toutes ces initiatives? Alors, du côté d'Henkel, par exemple, Charlotte, qui s'en occupe chez vous de cette question du développement durable et comment vous coordonnez tous ces projets? Alors, je dirais que les questions de développement durable, c'est l'affaire de tous.
On a finalement toutes les fonctions qui sont totalement impliquées dans la transformation dont je vous ai parlé. On a différents comités qui travaillent sur des grands projets transversaux, sur des grands chantiers pour Henkel France. Mais après, je dirais dans la gestion de chacune des marques, dans la gestion de la supply chain, dans la gestion commerciale avec nos clients, sur toutes les opérations qu'on peut monter, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc je dirais que c'est une équipe qui est portée globalement par la vision de cette transformation dans son quotidien. Donc il n'y a pas une organisation dédiée dans l'organisation, c'est vraiment l'affaire de tous. Et du côté de Mondelez, même raisonnement ? Même raisonnement, puisqu'en fait, ça fait partie, c'est partie prenante en fait de la stratégie et de la mission du groupe. Et donc, c'est vraiment des pratiques en fait qui sont déployées dans tous les départements. À titre d'exemple, notre force de vente est équipée pour partie de véhicules électriques. Donc, vous voyez que c'est vraiment, ça infuse dans toute l'organisation. Sur le programme Harmonie dont je parlais tout à l'heure, là, c'est une équipe dédiée en fait au niveau européen et au niveau français, en fait, qui vraiment anime ce programme et le porte, en fait, auprès des différents acteurs de la filière. Donc, en fait, c'est d'une part, effectivement, une responsabilité partagée au sein de tous les collaborateurs, mais sur certains particuliers, en fait, des équipes dédiées, comme sur le sujet d'harmonie. Et Mathieu, alors comment vous faites pour allier la force des indépendants avec beaucoup d'initiatives en local et une coordination et un enjeu au niveau, je dirais, national avec le GALEC? Comment tout ça est-il organisé? Eh ben, écoutez, c'est effectivement parfois la faiblesse d'un mouvement d'indépendance, c'est qu'on peut avoir des initiatives un petit peu éparpillées, mais globalement, voilà, on essaie de centraliser tout ça au sein de la CDLEC. Encore une fois, tous nos outils sont pleins d'initiatives. Je pourrais en citer plein d'autres, notamment le GALEC qui, avec le développement du vrac pour supprimer les emballages, avec les contenants clients. Même si aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est quelque chose qui peut être un petit peu mis en suspens, mais on y travaille toujours. Notre usine d'eau Aquamar qui développe les emballages avec 100% de PET recyclé. Notre usine d'abattoir qui réfléchit sur comment diminuer au maximum le plastique avec des matières 100% recyclables. Bref, tous nos outils font plein d'initiatives et nous, maintenant, notre rôle, c'est de les annoncer, de les centraliser, de vérifier qu'elles correspondent aux normes qualitatives et surtout qu'elles répondent à la loi. L'économie circulaire. Donc voilà, on est un groupe d'indépendants, un mouvement d'indépendants, pardon, on se réunit tous les lundis, mardis entre adhérents et nos permanents à Paris. Les équipes travaillent d'arrache-pied et encore plus en ce moment avec les contraintes des déplacements. On essaye de faire au mieux, je vous dis, avec dès qu'il y a une initiative qui est prise, on la prend sous notre coupe. On l'analyse, on priorise, sachant qu'en ce moment, voilà, on a plein de sujets à développer. On a aussi le bien-être animal qui est sur le devant de la scène, la pêche et l'élevage durable. On a le développement aussi de la nutrition et de la santé avec le Quali-score, avec également le HVE, la haute valeur environnementale, qu'on essaie de pousser au niveau des fruits et légumes, puisqu'on sait que c'est moins de pesticides utilisés. Tout ça, ça prend du temps. Mais voilà, on fait les choses lentement mais sûrement. Aujourd'hui, faut-il chiffrer toutes ces initiatives, se donner des objectifs avec des chiffres et non plus simplement faire de grandes déclarations? Tous vos projets ont-ils des objectifs chiffrés aujourd'hui? Lequel veut bien répondre à cette question? Allez-y Mathieu, j'ai vu que vous aviez envie de répondre. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est vrai que pendant des années, on se contentait de déclarations et on n'avait pas mis en place des indicateurs de mesure. Et là, maintenant, on a pris conscience que c'est bien beau de dire les choses, mais il faut maintenant le prouver. Donc, les chiffres que je vous ai annoncés, voilà, c'est des choses concrètes. On est en mesure de chiffrer les économies d'emballage qu'on sera capable de faire. Donc, à un moment donné, voilà, nos manifestes qu'on avait fait en 2018, quand on va reprendre tout ce qui avait été dit, on mettra des chiffres à côté, sachant qu'il y a des choses qui sont aussi non quantifiables. Le bien-être animal, c'est plus des engagements et ça prend du temps parce qu'il faut aussi rallier tous les industriels et on peut pas changer comme ça du jour au lendemain toute une chaîne d'élevage, d'approvisionnement, de production.
C'est long, mais on s'est fixé des objectifs, par exemple en signant le Better Chicken Commitment cet été, d'ici 2026, pour arriver à des nouveaux standards de production. Donc voilà, on essaye de transformer les filières tout en respectant les éleveurs, les producteurs, toutes les chaînes. Mais dès qu'on pourra chiffrer, et on le fera en tout cas. Voilà. Charlotte Le Buan, pour Henkel, des objectifs chiffrés sur vos projets? Ouais, bien sûr, on a un ensemble d'objectifs chiffrés qui sont au niveau corporate. Je peux vous en donner deux. Nous souhaitons réduire de 20% d'ici 2030 l'empreinte carbone qui est liée à la consommation de nos matières premières et d'emballage. On souhaite réduire également de 75% d'ici 2030 l'empreinte carbone qui est liée à notre production pour être 3 fois plus efficace. Voilà, on a un ensemble de grands chiffres comme ça à atteindre sur des problématiques globales. Après, ce qui est intéressant, c'est que chaque business dans chaque pays, sur chaque marque, doit s'approprier les chiffres que je viens de vous citer et piloter en fait cette transformation parce qu'elle peut avoir plusieurs façons de s'appliquer en fonction de telle ou telle marque. Et donc c'est ça qui rend nos métiers passionnants aujourd'hui, car il y a cette transformation profonde avec des objectifs toujours plus ambitieux. Fabienne, sur la question des indicateurs, des chiffres? Moi, je suis convaincue, effectivement, Yves, comme vous le disiez, que quand on met des chiffres, ce qui est mesuré, en fait, a plus de chances d'être fait. Donc oui, on a des objectifs et c'était aussi, en fait, l'ambition qu'on poursuit en s'inscrivant dans la dynamique Science-Based Target. À titre d'exemple, on a l'objectif de réduire nos émissions de CO2 de 10% d'ici 2025. On a pour objectif, d'ici 2022, d'avoir 100% de nos besoins en blé harmonie qui soient couverts totalement. Enfin, on a toute une série d'objectifs. Et ce qui est très important aussi, on disait tout à l'heure que cette production en fait responsable et l'affaire de tous. En fait, chaque collaborateur a dans ses objectifs annuels une notion effectivement de contribution à ces objectifs en fait globaux. Donc oui, il y a des chiffres et oui, c'est l'affaire de tous. Alors tout ça, ça a bien évidemment un coût. C'est de l'investissement pour les industriels comme pour les distributeurs. Ma question est simple, c'est est-ce que les consommateurs sont-ils enfin prêts à payer le juste prix, à payer un peu plus cher pour des produits plus responsables pour notre planète? Qu'en pensez-vous? Qui veut se lancer en premier? Moi, je veux bien. Allez-y. Alors, en fait, il y a une étude en fait récente d'Ipsos qui confirme que 75% des consommateurs sont prêts à payer plus cher, effectivement, pour des produits plus responsables de par la préservation de la biodiversité, de par un ancrage plus local, de par des ingrédients plus durables ou responsables. Donc je pense on pouvait penser en fait que la crise qu'on vit tous cette année allait changer un peu la donne. C'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que les tendances se confirment et sont confortées dans cette volonté en fait d'avoir des produits plus responsables, d'avoir des produits achetés ou produits plus proches de chez soi. À ce titre-là, nous, effectivement, on y contribue fortement avec nos 9 usines de fabrication en France. Donc moi, je pense que les consommateurs sont ouverts à ça. Après, effectivement, quand on est une marque comme Lu qui est présente dans 90% des foyers français, c'est important effectivement quand même de continuer à produire et vendre des produits qui respectent les enjeux de pouvoir d'achat du consommateur. Et c'est ce on s'attache à faire en fait chaque jour, c'est-à-dire concilier une production plus durable, plus responsable et à la fois offrir des produits à nos consommateurs pour le quotidien. J'ai envie d'y croire, Fabienne, mais le consommateur, le Français qui a répondu à votre sondage, celui d'Ipsos, c'est peut-être aussi le même qui va et qui se précipite chez Action. Là, on tombe dans les difficultés de compréhension des réflexes du consommateur. Alors justement, Mathieu, chez Leclerc, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Leclerc a toujours quand même un engagement de prix bas. Oui. Qu'en pensez-vous de ce débat? Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, Yves, à savoir que c'est pas forcément ce qu'on constate nous en magasin. Je me méfie toujours des sondages avec des questions parfois un peu fermées qui vous incitent à répondre d'une façon.
Forcément, oui, on sent qu'il y a une tendance. Les gens veulent manger mieux, plus sain, mais par contre, ils veulent pas payer plus cher. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate. Donc, tout l'enjeu, il y aura forcément des produits plus chers avec une catégorie de clients pour les acheter, mais la majorité cherche quand même le pouvoir d'achat est une question essentielle et elle va l'être encore plus demain avec cette crise sanitaire. Donc tout l'enjeu pour nous distributeurs ainsi que les producteurs, c'est d'arriver à faire en sorte d'alléger les formulations beaucoup plus saines avec la suppression des additifs, etc. Controversés. Tout en maintenant des prix convenables pour le client, voire maintenir les prix actuels. Donc c'est tout l'enjeu. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au travers de l'Ascamarque avec beaucoup de recettes qui sont revues. Par contre, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Ça nécessite des travaux de R&D. On a notamment le problème, par exemple, sur les nitrites, où effectivement on nous demande de supprimer les nitrites réputés cancérigènes. Ceci dit, ce sont des additifs qui sont énormément utilisés pour préserver la viande, ce qui fait que si on supprimait les nitrites demain, on aurait d'autres difficultés en termes de conservation, donc ce qui serait un petit peu contre-productif avec le gaspillage alimentaire. Donc voilà, c'est toutes ces questions assez complexes qu'il faut arriver à résoudre. Donc c'est du temps, c'est de l'argent. Et tout l'enjeu justement de notre mouvement avec les industriels, c'est d'arriver à maintenir des prix tout en ayant une offre plus durable avec des contenants plus recyclables qui coûtent souvent plus cher au début, mais après avec le temps, quand ça se développe, les prix baissent. Et puis des recettes qui sont revues, allégées. Tout ça pour le même prix. C'est le vrai enjeu de demain et c'est ce qu'on essaye de faire. Et en tout cas, pour l'instant, on y arrive bien avec notre marque Bionaya ou Biovillage de l'Ascamarque. Et on le voit bien, d'ailleurs, si je veux continuer dans le domaine de la contradiction, je vais même me contredire. C'est-à-dire qu'on voit bien, si on regarde les chiffres d'IRI ou de Nielsen, dans les meilleurs lancements, on voit de plus en plus de produits bio. Et sans innovation, sans lancement, les marchés finissent par reculer. Ce sont toujours les marchés qui innovent qui finissent par progresser. Comme nous avons des questions également en direct, il y a une question pour vous, Mathieu. Bonjour, pourrait-on avoir plus d'informations sur le projet Caliscore de Leclerc ? Ça, c'est quelque chose que je peux aborder rapidement, mais c'est vraiment quelque chose qui est interne au mouvement. Enfin, je veux dire, on se dote d'un outil pour évaluer nos bonnes pratiques qualité magasin, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout officiel. C'est officieux entre nous. On se dote d'un outil pour s'assurer que on ait par exemple un responsable qualité dans chaque magasin, qu'on respecte les bonnes procédures de fabrication, le respect des dates de péremption. Voilà, c'est juste un outil interne au magasin qui est propre à nous. Je peux pas vous en dire plus puisque c'est quelque chose d'assez confidentiel en ce qui nous concerne. Alors, moi, j'ai une question pour vous, en revanche, Mathieu. Alors, je sais que vous vous occupez pas des négociations commerciales. Je sais qu'on a vraiment abordé les négos, donc c'est un sujet complexe. Mais est-ce que vous pouvez quand même répondre à ma question? Quand est-ce que ce sujet-là entrera dans les box d'achat? C'est-à-dire les industriels, petits et grands, investissent beaucoup sur les sujets environnementaux. Ça a un coût. À quand la RSE dans les box, pour reprendre une expression? Alors, c'est un sujet qui est assez nouveau pour nous, effectivement. On y réfléchit, on essaye insuffler un nouveau regard. C'est très compliqué puisqu'on a des techniques d'achat qui sont parfois un petit peu, pour ma part, c'est mon jugement personnel et je veux pas critiquer mes collègues, mais peut-être qu'on devrait changer certaines choses et ça prend du temps. Il faut surtout qu'on se dote d'une façon de négocier en intégrant ces nouvelles questions sociétales, notamment le bien-être animal, la réduction des plastiques, etc. C'est quelque chose dont on a conscience, sur lequel on travaille en ce moment. Ça met du temps, mais on espère bien que d'ici quelques mois, peut-être dès cette année, on puisse inciter nos acheteurs à intégrer ces questions-là.
Charlotte et Fabienne, j'imagine que vous êtes contente d'entendre un tel discours. Après, il faut que ça se concrétise, j'en suis conscient. C'est pas facile. Moi, je trouve quand même qu'on a de plus en plus d'échanges concrets et constructifs avec les distributeurs sur ces types de sujets. Donc ça va vraiment dans le bon sens. En tout cas, ma perception court terme, c'est celle-là. Et finalement, ma dernière... Oui, allez-y, pardon. Même constat de mon côté. Je trouve que c'est positif d'entendre effectivement et c'est ce qu'on constate effectivement déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait partie des discussions quand même dans une certaine manière, au travers de discussions sur l'implantation de nos sites de fabrication, sur l'origine en fait des matières premières. Donc, je pense que ces sujets-là sont en train d'infuser en fait un peu partout. Et ma dernière question va d'abord concerner les industriels, mais Leclerc est aussi à l'étranger, donc vous avez peut-être une réponse. Finalement, on a de l'avance ou de retard sur ces questions-là en France. J'entends quand même de plus en plus dire que la France, on n'a pas à rougir de ce que nous faisons. Qu'en pensez-vous? Alors Charlotte ou Fabienne? Je vais commencer. Ouais, allez-y. Non, on n'a pas à rougir. Je dirais qu'on est, en tout cas en ce qui concerne Henkel, on est un pays qui va très vite. Finalement, ces sujets, ils existent dans de nombreux pays. Ils sont bien sûr pertinents partout. La particularité de la France, c'est la vitesse à laquelle les marchés se transforment et la vitesse à laquelle le consommateur adapte son comportement d'achat. Et du coup, le défi, il est extrêmement fort sur le marché français parce qu'il faut que l'industriel soit encore plus réactif que sur d'autres marchés. Je vais vous prendre l'exemple du bio, qui est un bon exemple. Le bio, il a toujours existé en Allemagne sur des pourcentages de marché en fonction des catégories beaucoup plus importants qu'en France. Néanmoins, il ne connaît pas les dynamiques de croissance extrêmement fortes que peuvent connaître les différents marchés du bio en France. Et donc, la transformation et l'adaptation de l'industriel doit être plus forte sur le marché français qu'elle ne doit l'être sur le marché allemand, qui est un énorme marché, en tout cas cosmétique, à l'échelle européenne. Voilà, ce sera ma réponse. Une autre réponse, un complément de quelqu'un? Oui, chez Mondelez, en fait, le programme Harmonie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment notre très grande fierté parce que on était très à la pointe sur ce projet-là puisqu'il est né il y a 10 ans. Et dans en fait les programmes globaux, il est vraiment cité à titre d'exemple. Et en fait, c'est le programme, c'est le cas de le dire, qui a essaimé en fait dans toute l'Europe. Le dernier pays qui vient de rejoindre en fait cette initiative, c'est la Hongrie. Donc, on a vraiment en fait un temps d'avance et on va continuer à cultiver en fait ce temps d'avance-là au travers des différents projets et engagements qu'on peut avoir. Mathieu, vous êtes présent dans différents pays. Vous avez également des alliances avec des distributeurs dans quelques pays. Notamment. Alors, qu'en pensez-vous de cette question? Écoutez, nous, c'est vrai que notre marché principal, ça reste la France, mais on regarde ce qui se passe. On communique régulièrement avec les autres pays, notamment l'Espagne ou la Pologne. Tout ce qui est fait en France, on va dire que c'est le laboratoire, hein, ça essaime. Après, ça met plus de temps pour aller sur l'étranger, mais c'est pas pour autant qu'on pense pas à nos collègues. Et puis, très récemment, on a pris contact avec Rêvé, avec qui on est associé au niveau des achats européens, pour justement échanger nos bonnes pratiques sur le développement durable, pour justement s'inspirer de ce que eux font bien en Allemagne. Et puis eux également vont nous demander ce qu'on a bien réussi à faire en France, et notamment le Quali-score. Donc voilà, je pense qu'on peut plus raisonner à l'échelle nationale maintenant. Effectivement, il y a des enjeux européens, donc on en profite avec nos alliés. Alors, comme tout journaliste, quand je dis que c'était la dernière question, on a toujours une autre question, donc j'aurai encore une dernière question. On va quand même parler un peu du Covid. Moi, je ne crois pas à la théorie du monde d'avant, du monde d'après, mais la situation que nous affrontons, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va accélérer ce besoin, cette nécessité de tous ces projets sur le développement durable, ou malheureusement, la question du pouvoir d'achat va-t-elle freiner tous ces développements? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est pas incompatible ce que vous décrivez, c'est-à-dire que le consommateur, il va attendre les deux. Il va attendre de consommer plus durable, mais également à un bas prix. Et je pense que c'est là que
un rôle de démocratisation rentre en ligne de compte. C'est démocratiser le sens d'une offre plus durable, mais au même prix. Et ça doit être l'enjeu des industriels, les enjeux bien sûr des distributeurs, mais ça on le sait déjà, d'être capable d'offrir demain des produits qui sont plus durables, mais à un prix qui demeure accessible pour faire face aux enjeux de crise de pouvoir d'achat qu'on connaît déjà et qu'on va connaître de façon de plus en plus forte dans les prochains mois. Donc un vrai rôle de démocratisation, et ça c'est notre conviction profonde. Un complément de la part de quelqu'un ? En fait, chez Mondelez, en fait, on partage un point de vue assez similaire. En fait, ce qu'on a constaté en fait pendant la première crise, c'est que les consommateurs se sont vraiment retournés fortement vers leur marque du quotidien et leur marque repère. Ça a été des points d'appui extrêmement forts pour eux. Et je pense qu'effectivement que de ces marques de leur quotidien, de ces marques repères, en fait, ils attendent des engagements, c'est-à-dire qu'il y a 43% des Français qui espèrent de la part des entreprises en fait des affichages clairs sur les partis pris environnementaux. Donc je pense effectivement que ce que vont attendre les consommateurs, c'est qu'on continue à être des marques accessibles pour être présents en fait dans leur panier du quotidien, mais effectivement engagés en fait dans la transformation du monde de demain et veiller aux enjeux environnementaux. Et Mathieu, pour conclure, bien évidemment, vous êtes sur les deux sujets en même temps. Ah bah écoutez, nous, cette crise, c'est vrai qu'elle a énormément modifié les achats. On a vu pendant le premier confinement avec des ventes de produits alimentaires complètement fous. C'est à se poser la question d'ailleurs pour comment les gens peuvent avoir peur comme ça, sachant qu'on avait averti qu'on avait les stocks, etc. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que vraiment, le local se développe beaucoup. Le local, les fruits et légumes, vraiment le frais a été très fort. Je pense que demain on va devoir réfléchir à développer encore plus le local, et c'est dommage parce qu'on oppose souvent les distributeurs aux petits commerçants, et c'est bien dommage parce que dans une crise comme ça, on devrait être tous solidaires. Nous, à la limite, c'est pas on est forcé d'ouvrir et puis on doit maintenant supprimer tel ou tel rayon. Je déborde peut-être un petit peu du sujet, mais je pense qu'on doit tous faire front. Cette crise-là, elle est quand même problématique pour beaucoup de personnes. Mais je pense aussi qu'en ce qui concerne le développement durable, comme je vous disais, ce virus-là, on avait mis en place la suppression des contenants, du plastique, etc. Malgré tout, on doit respecter des normes sanitaires qui nous obligent finalement peut-être à utiliser plus de plastique aujourd'hui. Donc, ça va nous faire réfléchir quand même à comment est-ce qu'on peut concilier les deux demain. Et je pense que le pouvoir politique doit aussi prendre des mesures pour tous les distributeurs, tous les industriels, notamment des choses toutes bêtes, mais imposer peut-être des types de plastique 100% recyclables plutôt que d'avoir une multitude de formats, de couleurs différentes, etc., qui sont moins recyclables. Je pense que on a un rôle à jouer, et je pense qu'aussi il faut que demain nos pouvoirs politiques prennent des dispositions qui sont capables, dans la concertation bien évidemment, d'aller pour à la fois les industriels, les consommateurs et les distributeurs. Je suis bien d'accord avec vous, Mathieu. Le commerce est essentiel, surtout s'il est responsable et s'il s'engage. Merci à tous les trois de cette table ronde.